Connaissance. Recherche. Sciences. Des mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bon, ben, on ne va pas perdre trop de temps. Merci d'être revenu. Donc, je vais redémarrer à partir de la diapositive qui avait clos la dernière séance, où je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était que le cortex piriforme. En dehors du fait qu'il a une forme de poire, il a des caractéristiques particulières qui sont qu'il reçoit les afférences directement du bulbe olfactif. Les afférences sensorielles pour l'analyse des odeurs viennent de la cavité nasale, puis montent vers le bulbe olfactif. C'est pas moi, hein. Mais j'ai désactivé le mien en même temps, comme ça. Ça va vous déculpabiliser. Donc, viennent des cavités nasales, montent vers le bulbe olfactif et s'y transférer vers le cortex piriforme, qui est un cortex assez ancien, qui a 3 couches. C'est-à-dire pas un cortex à 6 couches, et je reviendrai sur cette ancienneté. Ce que je vous avais aussi dit la dernière fois, c'est qu'on trouve dans le cortex piriforme des cellules qui sont des cellules progénitrices d'oligodendrocytes, qui normalement sont générées dans cette région ventrale du télencéphale, de la région antérieure du cerveau, et qui sont caractérisées par des marqueurs qui sont des marqueurs d'oligodendrocytes. C'est-à-dire, les oligodendrocytes, ce sont les cellules qui vont aller faire la myéline, je pense qu'on en a parlé la dernière fois, et qui vont permettre une conduction de type saltatoire. C'est-à-dire, les fibres myélinisées conduisent plus rapidement l'influx nerveux que les fibres non myélinisées. Et ces marqueurs, ici, NG2, qui est un neuroglycan, qui est une protéine de surface, PDGF récepteur, qui est un récepteur au PDGF, SOX-DIX et OLIG1,2, sont des marqueurs qui sont spécifiques de ces cellules. Alors, la raison pour laquelle nous sommes toujours dans le contexte, bien sûr, de la régénération du système nerveux après une lésion ou sans lésion, hein, si on veut bien admettre que le système nerveux peut avoir un taux basal de récupération, de mort et de récupération spontanée au niveau cellulaire. Ce qui a attiré mon attention dans ce papier qui est donc un papier de Guillot et collègues, il a identifié des précurseurs de oligodendrocytes qui sont donc des cellules gliales, hein, et pas des neurones, sur la base de l'expression de 2 marqueurs dont je viens de vous parler. Un de ces marqueurs, c'est le récepteur au PDGF. Il est ici, PDGF récepteur A. Alors, et de SOX10, qui est un facteur de transcription. Mais ce qu'il a aussi, alors dans 97% des cas, le co-marquage avec ces 2 anticorps qui connaissent ces 2 protéines dans une cellule signe, si vous voulez, le caractère précurseur d'oligodendrocytes. Et en revanche, quelque chose qui n'était pas du tout attendu, c'est que dans ce cortex, on trouve un nombre important de cellules donc, de type glial qui expriment ces marqueurs, qui expriment aussi des quantités faibles d'une autre protéine, qui est une protéine du cytosquelette qu'on appelle la double cortine. La double cortine, si vous avez retenu ce que je vous ai raconté dans les séances qui ont précédé, c'est normalement un marqueur neuronal. Donc on trouve 2 types de marquage à la double cortine, des cellules qui sont marquées fortement à la double cortine, c'est une protéine du cytosquelette qui est en fait impliquée pas mal dans les phénomènes de migration des cellules. Donc il y a des cellules dans le cortex piriforme qui expriment de forts niveaux de double cortine, ici, vous voyez, et ces cellules ne sont pas marquées par un marqueur de oligodendrocyte, de PC, de progéniteur. Vous voyez que le vert ici est parfaitement séparé du rouge. Donc ce sont de vrais neurones. Hein, et vous voyez que, comme tout vrai neurone qui se respecte, il exprime un marqueur neuronal qui ici s'appelle UCD, vous voyez, on voit bien que cette cellule ici, qui est marquée par la double cortine, est aussi marquée par cet anticorps qui reconnaît cet épitope neuronal. Donc là, ces cellules qui expriment très fortement la double cortine sont des vrais neurones, enfin on peut le penser.
En revanche, ces cellules qui expriment des taux faibles de double cortine n'expriment pas ce marqueur neuronal. Vous voyez ici cette cellule qui exprime des taux plus faibles de double cortine n'exprime pas le marqueur neuronal, on ne voit pas de double marquage, mais exprime à la fois le récepteur au PDGF, vous voyez ici le comarquage entre DCX et le récepteur au PDGF, exprime aussi SOX10, et vous voyez ici que dans ce triple marquage, vous avez PDGF récepteur, SOX10, DCX, qui sont exprimés dans la même cellule. Et ça veut dire que ces cellules qu'on pourrait penser être des neurones sur la base de l'expression d'un marqueur neuronal sont aussi des progéniteurs de l'oligodendrocyte, puisqu'ils expriment les trois protéines, au moins deux protéines, qui sont théoriquement spécifiques des neurones. Donc, c'est un petit peu gênant, mais je crois que ce qu'il faut en conclure, et vous allez voir pourquoi, c'est que ces cellules qui ont une faible expression de double cortine sont, au fond, aussi des précurseurs d'oligodendrocytes. Et cela suggérait et suggère aux auteurs qu'il existe une relation possible entre ces précurseurs d'oligodendrocytes et les neurones qui sont générés ou qui sont présents, certains neurones qui sont présents dans le cortex piriforme. Donc ça les a amenés à faire ce qu'on appelle des expériences de lignage pour voir ce que deviennent ces cellules qui expriment ces oligodendrocytes, entre guillemets. Alors, lignage, c'est relativement simple. Alors, je vous explique un petit peu le principe. Vous pouvez exprimer une enzyme qui va aller recombiner des morceaux d'ADN, c'est une enzyme bactérienne, en la couplant avec une molécule qui est en fait un récepteur aux estrogènes. Et quand cette molécule est exprimée dans le cytoplasme, elle ne va pas dans le noyau. Mais elle va dans le noyau quand on envoie ce qu'on appelle du tamoxifène, qui est en fait un analogue d'estrogène, qui se fixe là. Et à ce moment-là, l'ensemble va dans le noyau et va aller retirer le fragment entre ce qu'on appelle deux cytlox. Donc quand on fait ça, si on met cette enzyme sous le contrôle d'un marqueur d'oligodendrocyte, par exemple le PLP, qui est un classique des oligodendrocytes ou des précurseurs d'oligodendrocytes, et qu'on recombine chez l'adulte, à ce moment-là, toutes les cellules qui sont des précurseurs d'oligodendrocytes vont devenir vertes. Elles vont devenir vertes parce qu'on retire un codon stop, là, ou un signal stop qui permet l'expression du lignage. Donc vous voyez ici, on a fait faire ça à cette cellule-là, et elle est devenue verte une fois qu'on a injecté du tamoxifène dans l'animal. Et quand on fait ça, vous voyez ici ce qui se passe. Par exemple, une cellule ici qui a des faibles niveaux de double cortine va aller exprimer ce marqueur, ce qui prouve que cette cellule qui exprime la double cortine est bien un OPC. Et ce qu'on peut voir aussi ici, c'est qu'elle n'exprime pas UCD, c'est-à-dire que ce n'est pas un neurone. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'après une petite recombinaison de ce gène, c'est-à-dire le marquage en fait de ma cellule comme progéniteur, eh bien, je vois que j'ai effectivement un progéniteur puisque je n'ai pas de neurone. Mais si je laisse vieillir cette souris après avoir recombiné, si ce progéniteur devient un neurone, si mon oligodendrocyte devient un neurone, alors je vais avoir un neurone qui va devenir vert, alors qu'il ne devrait pas l'être, bien entendu. Et c'est ce qui se passe, vous voyez ici, ce qu'on regarde ici, par exemple, c'est le taux de recombinaison dans les OPC après l'injection du tamoxifène. Donc, on finit par avoir 20% de cellules qui sont marquées de cette façon-là, qui sont ces cellules-là. Et avec le temps, ça va dire, si on recombine plus tard, ça c'est à 50 jours, eh bien, on a des taux de recombinaison qui sont plus faibles. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'après la recombinaison, on voit qu'on a une baisse du nombre de neurones d'OPC, de précurseurs qui sont marqués, et on a l'apparition d'un nombre équivalent de neurones maintenant qui sont marqués. Et ça veut dire que mes progéniteurs d'oligodendrocytes se sont transformés en neurones, parce qu'ils ont le marqueur vert. Et vous pouvez voir ça ici. Maintenant, vous avez cette cellule ici, qui exprime la double cortine, très fortement, qui exprime le marqueur vert. Donc, au départ, c'est un progéniteur d'oligodendrocyte, mais à l'arrivée, elle exprime aussi le marqueur neuronal, et donc elle est devenue un neurone. Et ça, c'est vraiment la preuve que ces cellules qu'on aurait pu penser être, en fait,
destinées à ne donner que des oligodendrocytes, sont capables, dans le cortex piriforme, et en fait dans la couche 2 du cortex piriforme, de donner des neurones, et même des neurones qui ont des bonnes têtes de neurones pyramidaux, comme vous pouvez voir sur cette figure. Donc ça, c'est vraiment clean, je trouve, comme expérience. Et je crois que ça démontre, en plus ce sont des neurones glutamatergiques, on peut le voir avec des marqueurs glutamatergiques. Donc ça démontre véritablement que les OPC diminuent au fur et à mesure que les neurones augmentent en nombre, c'est-à-dire que ces neurones sont dérivés de cellules qui étaient là et qui n'avaient pas du tout des caractéristiques de type neuronal. En tout cas, cela est juste dans le cortex piriforme. Ces neurones, quand on regarde leur projection, sont bien insérés dans les circuits neuronaux et on les a regardés, on les a suivis jusqu'à 300 jours après la recombinaison par le tamoxifène. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça nous dit d'abord que les précurseurs des oligodendrocytes, donc de cellules gliales, pas de cellules neuronales, c'est-à-dire des cellules qui expriment tous les marqueurs de ces progéniteurs, peuvent aussi exprimer un marqueur neuronal qui est ici la double cortine. Et je n'ai pas dit pour le pas compliquer, mais je le complique maintenant, ils expriment aussi PAX6, qui est un facteur de transcription qui est enrichi dans les neurones pyramidaux. Donc vous allez voir que ces choses sont c'est jamais noir et blanc. Ça, c'est le problème de la biologie. Si on veut faire du noir et blanc, il faut faire des maths. Mais si on n'est pas assez intelligent pour faire des maths, il faut faire de la biologie. Donc voilà. Donc ces cellules n'expriment aucun marqueur neuronal autre, en particulier ni UCD, comme je vous l'ai dit, ni NEN, dont vous savez que c'est un marqueur de neurones matures, n'expriment pas non plus les neurofilaments, qui sont des marqueurs spécifiques de ce qu'on appelle le cytosquelette des neurones. Ces cellules ne viennent pas de la zone subventriculaire. Ça a été vérifié à l'aide de traçage, à l'aide du virus, du rétrovirus. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai parlé de la façon dont on pouvait marquer une cellule qui vient de la zone subventriculaire en faisant rentrer un virus qui exprime une enzyme qui donne lieu à une réaction colorée et ensuite suivre le devenir de cette cellule. Donc ces cellules ne viennent pas de la SVZ, de la zone subventriculaire. Et voilà quoi. Donc la présence des marqueurs neuronaux comme double cortine ou PAX6 pose un problème quant à la nature réelle de ces précurseurs de oligodendrocytes. Je crois qu'on peut les imaginer un peu comme des hybrides épigénétiques, c'est-à-dire à mi-chèvre, mi-chou, mi-neurone, mi-glie, quoi. Mais il faut bien comprendre, pour ceux d'entre vous qui envisagent cette carrière, que c'est le sort de toutes les études qui reposent sur l'utilisation de marqueurs. Alors, on est bien obligé d'utiliser des marqueurs quand on veut caractériser, mais il est extrêmement prudent de ne pas penser que les cellules doivent obligatoirement se ranger dans les cases qu'on a prédéfinies à l'aide de marqueurs. C'est un problème qui est rencontré, pas uniquement pour nous, c'est un problème qui est rencontré par tous les taxonomistes, en particulier par les évolutionnistes. La nature ne se soumet pas à nos catégories, qui sont pour nous des commodités, ces catégories, voire des hypothèses, mais pas des lois de la nature. Même si on ne peut pas faire autrement, bien entendu, que de classer selon ces critères. Il faut toujours rappeler que ces critères, ces marqueurs, ont une valeur relative et que derrière elles se cache toujours une forme de théorie. Et ça, c'est très clair pour les gens qui travaillent sur les arbres évolutifs. Quand on vous montre un arbre évolutif, eh bien, il faut savoir que derrière cet arbre, il y a en fait une théorie de l'évolution qui se cache. Donc, il ne faut pas se laisser savoir par les représentations. Il reste que, sur cette base, on pourrait aussi bien dire que le caractère glial des EPC doit être mis en cause, parce qu'elles expriment un marqueur neuronal, en l'occurrence double cortine. On pourrait aussi bien dire que la double cortine, surtout exprimée à bas niveau, n'est pas un marqueur neuronal. Mais une fois qu'on a pris ces précautions, ce ne sont pas des précautions de pure forme, mais une fois qu'on a pris ces précautions, il reste un fait qui est un fait absolument indubitable, c'est que nous avons ici un cas remarquable de neurogénèse adulte, corticale, donnant naissance à des neurones glutamatergiques pyramidaux. Ça, c'est quelque chose, c'est le fait. Et un point tout aussi important, mais qui minimise un petit peu peut-être la portée de l'article, est le caractère très particulier du cortex piriforme, aussi sur le plan de ses connexions. En fait, ce cortex, c'est un cortex à 3 couches, je l'ai dit, avec 1% des neurones des couches 2 et 3 qui expriment
le marqueur fluorescent après le tamoxifène, mais qui reçoit aussi, comme vous le savez, des afférences du bulbe. Or, dans le bulbe olfactif, alors voilà ici comment ça se passe. Ici, vous avez ces neurones du bulbe. Ce sont ces neurones du bulbe qui, ici, ici, nous sommes dans la cavité olfactive, hein, nous avons les récepteurs. Les récepteurs projettent des axones vers les glomérules au niveau du bulbe olfactif, c'est-à-dire ici, je n'ai pas montré le nez, il est un petit peu plus bas. Et puis, vous synapsez avec des cellules mitrales. Et ici, vous avez un certain nombre de cellules qui sont des cellules des grains, ici, mais qui meurent régulièrement et qui sont remplacées, celles-là aussi sont remplacées régulièrement, je vous l'ai dit, surtout l'hiver, au moment des rhumes. Celles-là sont remplacées régulièrement parce qu'elles meurent régulièrement et elles sont remplacées par des cellules qui viennent de la zone subventriculaire et qui migrent ici vers le bulbe olfactif. Donc en fait, on a un système qui est éminemment plastique aux 3 niveaux. Au niveau de la muqueuse nasale, au niveau du bulbe olfactif, mais peut-être aussi au niveau du cortex piriforme, là où les informations de type olfactif sont analysées. Je rajoute aussi un problème un tout petit peu différent, c'est que, donc vous voyez, vous avez ici un turnover, ici un turnover dans l'épithélium olfactif, un turnover dans le bulbe olfactif, à cause des cellules qui viennent de la zone subventriculaire, et un turnover dans le cortex piriforme. Donc c'est un système qui tourne tout le temps, et avec une autre particularité, c'est que c'est le seul système sensoriel qui ne fasse pas relais dans ce qu'on appelle le thalamus. C'est-à-dire que tous les systèmes sensoriels s'arrêtent dans le thalamus et vont ensuite dans le cortex. Pour ce qui est de l'olfaction, il n'y a pas d'arrêt dans le thalamus. Donc c'est un système extraordinairement ancien. C'est un système très intéressant parce qu'évidemment, on peut se poser la question de la fonction physiologique de ce renouvellement au niveau olfactif. Nous, on a un système olfactif qui est assez peu développé, d'accord, mais les chiens, par exemple, ont un système olfactif extrêmement développé et certaines hypothèses qui c'est parce qu'ils ont le nez au ras du sol, là où il y a les odeurs. Et donc, ils sont obligés d'apprendre très rapidement les nouvelles odeurs. Donc, peut-être que ce turnover rapide est un phénomène qui permet au cortex de s'adapter à un apprentissage d'un nouvel environnement au niveau du sol. Mais nous, qui avons pris quelques centimètres de hauteur, enfin 169 ce qui me concerne, mais beaucoup plus pour la plupart d'entre vous, nous sommes dans une zone où il y a beaucoup moins d'odeurs, et donc notre système olfactif est beaucoup moins important. C'est pour ça d'ailleurs qu'énormément des récepteurs sont des pseudogènes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gènes qui ont disparu. On a perdu pas mal de récepteurs olfactifs, mais il en reste quelques-uns. Enfin, on a pu le remarquer dans pas mal de circonstances. En tout cas, moi, ça va. Donc, voilà, donc je pourrais aussi pousser un petit peu maintenant la réflexion pour revenir à ce qui distingue une région corticale neurogénique d'une région corticale qui n'est pas neurogénique. Pour être neurogénique, il faut 2 choses. Il faut la fonction niche, et puis des cellules souches. Donc, ensuite, on peut se poser la question de la diversité des lignages que cette nichitude, entre guillemets, permet. Enfin, la question de l'origine des cellules souches. Sont-elles endogènes ou sont-elles importées? Alors, pour le développement ou la physiologie, c'est relativement simple, parce que tout se fait sans trop de lésions. Mais pour la régénération, ça se corse du fait que l'environnement physiologique peut être modifié par les pathologies ou par les lésions. Pour revenir à la définition des niches, c'est-à-dire des régions qui favorisent la neurogénèse, en maintenant des cellules dans l'état épigénétique approprié, parce que c'est quand même ça, dans le schéma de Waddington, pour être une cellule souche, il faut être dans l'état épigénétique approprié. Je voudrais insister sur le fait qu'on ne peut pas toujours réfléchir en termes de régulation positive. Il existe aussi, et c'est d'ailleurs le cas le plus souvent, des régulations négatives. Alors, on peut en effet imaginer que la neurogénèse adulte, c'est l'état de base du système, que c'est une donnée normale. C'est-à-dire qu'au fond, on est fondamentalement des animaux qui peuvent se régénérer. Et c'est pour ça que l'année dernière, je vous ai donné toute cette histoire de l'évolution de la régénération. C'était pour que vous compreniez que la régénération, ce n'est pas quelque chose d'aberrant dans un système. Au fond, c'est la norme. Et que dans certaines espèces, à certains moments et dans certaines localisations,
eh bien, cette capacité à se régénérer est bloquée, elle est freinée. Alors, si tel est le cas, moi j'aime assez cette idée, je ne dis pas qu'elle est juste, hein, mais je pense que c'est une idée intéressante à considérer, parce que si elle est juste, il faut s'intéresser à ce que représente cette invention du terme de ce frein en termes d'avantages, mais aussi en termes de désavantages sélectifs. Hein. Par exemple, ça peut être un avantage en termes, par exemple, de mémorisation, ça peut être un désavantage en termes de régénération. Donc il y a probablement quelque chose de ce genre qui s'est passé. Si je reviens au cas du cortex piriforme, on peut se dire qu'il est plus primitif à la fois sur le plan évolutif, ça c'est vrai, plus primitif sur le plan de la circuiterie, et qu'il a conservé une plasticité que les autres régions du cortex auraient perdue, sauf exception possible. Hein. Et que cette conservation est un avantage dans un système qui, comme l'olfaction, je viens d'essayer de vous le faire comprendre, repose sur une régénération permanente de plusieurs des éléments de base du système, probablement à cause de la nécessité de s'adapter à des odeurs toujours nouvelles. Donc je reviens maintenant à la niche. Et je ne vais pas me lancer dans la description de tous les facteurs qui sont présents dans ces niches et qui régulent le maintien des cellules dans leur créode de type niche. C'est-à-dire tout ce qui empêche de tomber dans les vallées waddingtoniennes de la différenciation, voire d'y retomber, hein, si on les avait envoyés d'un coup de flipper se percher sur la crête. Donc je vais développer un aspect qui aujourd'hui attire l'attention de beaucoup de gens, enfin aujourd'hui, c'est-à-dire très récemment, hein, dans les 2 années qui viennent de s'écouler. Puis après, je parlerai un peu de la migration et de la différenciation. Moins parce que l'année dernière, on a pas mal abordé cette question de la différenciation, je ne sais pas si vous vous souvenez. On sait que pour passer d'une cellule souche à une cellule différenciée, il faut faire défiler tout l'algorithme des facteurs de croissance et des facteurs de transcription qui ont été identifiés le plus souvent par les études de biologie du développement. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'importance de l'oxygène, ce qui est une... Ça m'avait échappé, hein, pour rien vous cacher. Vous voyez ici que c'est un papier que je vais définir, que je vais essayer de vous décrire, mais je devrais revenir aux gens qui ont été les premiers à faire ce qu'on appelle de la culture des cellules, c'est-à-dire prendre des cellules, les mettre dans une boîte et les faire pousser. Et les gens qui ont fait ça, au départ, ils se sont intéressés à comment il fallait nourrir les neurones, quels facteurs de croissance il fallait mettre, contrôler le pH, bien entendu, que ce ne soit pas trop acide ni trop basique. Mais au fond, ils ne sont pas tellement intéressés à ce qu'on appelle la pression partielle d'oxygène. Pourquoi ils ne se sont pas tellement intéressés ? Parce qu'ils imaginaient de façon un petit peu naturaliste que l'air ambiant était naturellement bon pour les cellules. On aurait tendance à penser ça, bien entendu. Et en fait, si vous faites des mesures de pression partielle d'oxygène dans un embryon en développement, vous réaliserez très rapidement qu'elles sont beaucoup plus basses, énormément plus basses qu'on aurait pu l'anticiper. Et surtout, elles sont éminemment variables selon les tissus, selon les stades de développement. Et il faut constater que... il faut constater... Excusez-moi, parce que je me perds toujours, mais il y a un moment où voilà. Il faut constater, si vous voulez, que cette pression partielle est généralement faible dans les tissus qui abritent des cellules souches. On sait aujourd'hui que l'hypoxie, c'est-à-dire la perte d'oxygène, d'oxygénation, peut promouvoir l'état indifférencié et les cascades de signalisation et les programmes de transcription activés par l'état hypoxique ont été identifiés aujourd'hui et sont partagés par différents types de cellules souches. Ce qui n'empêche pas des variations, des exceptions, enfin toujours, on est en biologie. Une niche contient des cellules, elle contient des vaisseaux sanguins, elle contient des glycoprotéines de la matrice extracellulaire, elle contient des facteurs de croissance, des facteurs essentiels, et tous ces éléments interagissent, mais l'état métabolique de ces niches n'avait pas été étudié avec l'attention que vous allez voir, on pense qu'il mérite. Ce n'est que depuis 2009 et 2010 qu'on a pleinement réalisé l'importance donc de la pression partielle d'oxygène et à quel point celle-ci est faible en général dans les niches à cellules souches. Alors, les tissus adultes déclinent une très grande variété de pression partielle d'oxygène, qui sont toutes très inférieures aux 21%, les 160 mm de mercure de l'air qu'on inhale, dans lequel il y a 21% d'oxygène, comme vous le savez. En fait, la pression partielle d'oxygène décline très rapidement dès le passage des poumons,
Et quand elle arrive au tissu, elle affiche des valeurs qui sont en général entre 2% et 9%. Donc on perd entre 50% et 90% de la pression de l'oxygène ambiant. Donc c'est pour ça que maintenant, quand on fait des cultures, si vous allez dans un labo, vous verrez qu'on règle la pression d'oxygène autour de 5 à 10%. Hein. Donc, mais cette fenêtre n'est pas une fenêtre normale pour tous les tissus et ça peut varier absolument de façon très très importante. Alors une hypothèse assez séduisante est que la pression d'oxygène basse des niches, hein, c'est un terme que je vais consacrer maintenant pour les cellules souches, quand je dirai niche, ce sera niche de cellules souches, hein, est un avantage dans la mesure où elle minimise le métabolisme aérobique et donc le stress oxydatif qui va avec. Et en effet, le stress oxydatif n'est pas quelque chose de très sympathique. Et vous allez voir ici pourquoi ce n'est pas sympathique. Voilà, ici, ça c'est une mitochondrie. Vous avez les 5 complexes 1, 2, 3, 4, 5 qui, à travers la chaîne de transfert d'électrons, permettent ce qu'on appelle la synthèse d'ATP. Hein, ATP, c'est ce qui est la source d'énergie de la cellule. Mais quand vous produisez votre ATP, au niveau des complexes 1 et 3, vous produisez de l'oxygène réactif, hein, de l'O2-, comme ça. Et ça, c'est réduit par les superoxydismutases en H2O2. Alors, vous pouvez réduire ça en activant des systèmes qu'on appelle UCP qui font re-rentrer des protons dans la mitochondrie, qui baissent le potentiel membranaire de la mitochondrie et qui donc diminuent d'une certaine façon la synthèse d'ATP. Mais votre eau oxygénée, hein, en fait votre H2O2, diffuse à travers la membrane et va dans le cytoplasme. Alors là, vous avez deux possibilités, ou bien vous avez de la glutathion peroxydase ou de la catalase qui va transformer l'H2O2 en flotte, et alors là, on est sauvé, ou bien vous êtes oxydé par le fer ou le cuivre et vous faites des radicaux libres qui, eux, vont aller casser, oxyder les lipides, les protéines et l'ADN, et donc entraîner un vieillissement accéléré de votre tissu. Donc ça, c'est extraordinairement grave. Et si vous considérez que le système nerveux est un endroit où vous faites 10 fois plus d'ATP que dans tous les autres tissus, parce que nous avons 20% de l'ATP qui est fait dans un organe qui compte pour 2% du corps, donc en fait, on a une surconsommation, une surproduction d'ATP dans le système nerveux, c'est évident qu'on a intérêt à avoir des systèmes qui sont très actifs pour ce qui est de la dégradation des superoxydes. Hein. Donc, si maintenant je suis... vous voyez que ce n'est pas rigolo, mais maintenant, si je suis dans une cellule souche, hein, je passe à la page suivante, hein, donc si je suis dans une cellule souche, j'ai tout à fait intérêt à ne pas accumuler, à casser mes cellules souches, parce que si je commence à détruire mes cellules souches, alors casser leur ADN à un moment alors que j'en ai besoin, en fait, ces cellules souches sont dans des endroits où il y a très peu d'oxygène. Et en fait, elles sont quiescentes. La plupart des cellules souches sont quiescentes. Donc, j'y reviendrai dans un instant. Donc, l'hypoxie active, l'hypoxie qui est donc, fait partie du caractère niche de la plupart des cellules souches, cette hypoxie active des cascades de signalisation et de transcription qui convergent très souvent sur deux facteurs. Un facteur qui s'appelle OCT4. Alors, OCT4, vous savez qui c'est. Vous vous rappelez, quand je prends un fibroblaste, je lui balance 4 gènes, ça devient une cellule souche, ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites. Hein. Donc, on en a parlé beaucoup l'année dernière, j'en ai reparlé au début du cours. Je peux prendre n'importe quelle cellule dans un corps, lui balancer ces 4 facteurs de transcription, et ça va devenir une cellule souche pluripotente à partir de laquelle on peut refabriquer un embryon complet. Parmi les 4 gènes qui sont importants là-dedans, il y a OCT4. Donc, quand je mets ma cellule en hypoxie, j'active l'expression de OCT4 et j'active aussi l'expression d'un autre facteur, d'une autre protéine qui s'appelle Notch, sur lequel je vais revenir, qui est un facteur très important parce que Notch empêche la différenciation et, avec l'OCT4, permet de conserver aux cellules souches leur caractère souche, c'est-à-dire en fait non différencié. Si ma souche se différencie, ce n'est plus une souche. Hein, ça, c'est clair.
Donc, OCT4, vous connaissez. Les 3 autres facteurs, vous les connaissez aussi, c'est KLF4, CMYC et SOX2. Et Notch, c'est un récepteur transmembranaire qui, quand il est activé par son ligand, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, Notch était découvert par notre collègue ici au collège, Spiros Artavanis Otsakonas, chez la mouche. Donc, vous voyez ici, dans ce mutant Notch, chez la mouche, vous avez des très très gros neurones. Hein. C'est-à-dire que si vous supprimez Notch, vos cellules souches se différencient en neurones. Vous avez une mouche qui a trop de cerveau, quoi, hein, Et la façon dont ça se produit, c'est que delta, qui est le ligand de Notch, se fixe sur Notch. Et à ce moment-là, vous avez le fragment cytoplasmique de Notch qui se coupe et qui va au noyau et qui interagit avec d'autres facteurs, et en particulier avec, je crois que c'est enhancer of split, et surtout MAM. Alors MAM, ce n'est pas notre ministre actuel, je ne sais plus où il est passé, à la non, il n'est pas à la Défense, il est à l'intérieur, je ne sais pas, quelque part. Comment ? Les Affaires étrangères. Donc MAM, c'est un facteur de transcription qui se fixe à Notch et à suppressor of hairless, pardon, c'est un autre, et qui active la transcription de ces gènes qui vont permettre de maintenir le caractère souche. Hein. D'ailleurs, si je mute MAM chez la mouche, hein, MAM, ça veut dire mastermind. C'est-à-dire que quand je mute MAM, j'ai un très gros cerveau. Ça ne veut pas dire que quand j'ai MAM, j'ai un petit cerveau. C'est juste un cerveau normal. Voilà. Donc, ce qui est amusant, c'est que donc, pour ne pas avoir de différenciation, il faut que j'ai toujours une activation de mon gène Notch. Donc, if active Notch. Vous voyez ici, par exemple, voilà ma cellule souche. Voici mon progéniteur neuronal. Mais ici, j'ai Notch qui empêche la différenciation de neurones et qui permet de garder ce caractère cellule neuronale souche, cellule souche neuronale. Donc ici, je vais avoir un progéniteur glial et Notch, lui, va avoir une action positive pour aller vers les astrocytes et négative pour aller vers les oligodendrocytes. Donc l'hypoxie joue un rôle sur cette voie, qui est une voie importante, parce que vous le verrez dans un instant, Notch 1 est un des facteurs qui est nécessaire au maintien d'un réservoir de cellules souches dans le gyrus denté, donc dans l'hippocampe, pour ceux d'entre vous qui sont ici en 5e semaine. Je pense que vous avez tous plus ou moins assisté au premier cours. S'il y a des questions, après, vous pouvez poser la main. Et puis s'il y a des problèmes, vous pouvez toujours aller voir sur Internet maintenant. C'est même plus la peine de vous déplacer. Vous pouvez aller directement sur Internet pour regarder les cours. Donc, sauf si vous voulez me voir me casser la figure en direct, c'est quand même beaucoup plus amusant. Oui. Donc, en attendant, retenons que le développement de l'embryon est fortement contrôlé par les gradients de pression d'oxygène. Alors, ça me donne l'occasion de vous dire que l'oxygène est un gaz, hein, pour ceux qui l'auraient oublié, et que sa diffusion est d'environ 150 micromètres. C'est-à-dire que ça peut diffuser d'une 10 à 20 cellules, ce qui est pas mal, hein, c'est une bonne diffusion. Dans un système qui n'est pas vascularisé, par exemple un cortex très très jeune, ça veut dire que ça diminue la taille possible de la structure, parce qu'il faut quand même que toutes les cellules reçoivent de l'oxygène. Donc d'où l'avantage, si vous voulez, d'avoir un cerveau plat. Vous savez que le cortex, c'est d'abord 4 mm. Chez nous, c'est 2 mètres carrés, mais c'est 4 mm d'épaisseur. Donc chez l'embryon, c'est encore plus petit. Donc avant qu'il ne soit vascularisé, il est suffisamment petit pour être oxygéné. Donc, mais si vous aviez un cerveau boule, comme les insectes, ça met des limites à la taille du cerveau. Parce que si vous avez un gros cerveau comme une boule, au centre, vous êtes en anoxie. Donc, vous pouvez pas c'est pour ça que les insectes ont des petits cerveaux. Parce qu'ils n'ont pas un cerveau plat. Ça, j'y reviendrai peut-être une autre fois. J'ai peut-être raconté ça il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je ne sais plus. Donc, pour en rester au niveau général, alors vous voyez ici, vous avez le vaisseau sanguin, vous avez la baisse de pression d'oxygène, et c'est là que vous avez vos cellules souches. Alors là, on a mis un autre cas, quelqu'un inverse. Vous avez et vous dire, bah alors vous dites n'importe quoi, Prochian, c'est là que vous avez des cellules souches et c'est là que vous avez les fortes pressions d'oxygène. Ça, ça peut peut-être arriver dans certains cas. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a du sang artériel, il y a du sang veineux,
Et vous pouvez toujours être au contact du sang veineux où la pression d'oxygène est évidemment faible, puisque ce n'est pas du sang artériel. Donc, comme je vous le disais, vous avez l'hypoxie. Et l'hypoxie active l'expression de ces facteurs qu'on appelle HIF, qui sont induits par l'hypoxie, facteurs induits par l'hypoxie en anglais, qui sont des facteurs de transcription. Donc, vous avez HIF1 alpha, je ne vois rien d'ici, mais ça doit être ça. Ça, c'est bêta, mais ça a aussi un autre nom, parce qu'en fait, cette protéine-là permet le transport dans le noyau. Donc, N, c'est pour nucléaire transfert. Et puis, ça régule en aval l'expression d'autres gènes, en se fixant sur des promoteurs, et en se fixant à MAM, bien entendu, maintenant on le sait, et au fragment cytoplasmique de Notch, qui est ici, ICD. Et ça permet l'expression de gènes qui sont des gènes cibles. Ici, vous avez un autre IF, qui est IF2 alpha, qui lui aussi va au noyau avec son transporteur et qui active l'expression de OCT4. Donc tout ce système d'hypoxie est un système qui maintient le caractère souche de nos cellules. Donc dans la prochaine diapositive, je vais vous illustrer pour la moelle, parce que ce n'est pas uniquement pour le cerveau, hein, il y a des cellules souches, il n'y en a pas que dans le cerveau. Il y en a aussi dans la peau, il y en a dans la moelle osseuse, il y en a partout. Donc ici, je vous ai illustré pour la moelle osseuse et le cerveau la similarité tout à fait intéressante des régulations en place et l'importance que l'on suppose. Hein, ces articles ont quand même un an, quoi. Vous voyez que ce n'est pas des choses anciennes, mais pour l'instant, l'importance que l'on suppose pour ce qui est de la distance qui sépare les cellules des vaisseaux, donc du gradient d'oxygène. Alors vous voyez ici, j'ai figuré le gradient d'oxygène. Entre le vaisseau, ici c'est la zone subventriculaire, hein, vous en avez parlé, ça c'est les cellules souches quiescentes, qui ne prolifèrent pas très rapidement. Ici, le compartiment d'amplification qui ensuite va donner naissance à des cellules qui vont donner des neurones, hein, et ces neurones qui vont les migrer vers le bulbe olfactif. Et vous avez un gradient, ici vous avez 1% de pression partielle d'oxygène au niveau de la cellule souche, et vous avez 8% au niveau du vaisseau. Et c'est exactement le même système que vous avez dans la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse, vos précurseurs, qui sont des cellules qu'on appelle CD34+, qui sont quiescentes, qui sont des hématopoïétiques stem cells, HSC, sont ici au contact de cellules endothéliales. Elles sont à distance du vaisseau. Elles ont une pression partielle d'oxygène qui est de 1% et 6% ici. Au fur et à mesure qu'on s'approche du vaisseau, eh bien, on a une amplification des cellules souches et puis une différenciation de ces cellules en différents composants de la lignée hématopoïétique. Donc, c'est extraordinairement proche et on pense que HIF, donc les facteurs induits par l'anoxie, Hypoxia Induced Factors, jouent un rôle important dans le ralentissement, hein, voire dans l'arrêt même du cycle cellulaire. Alors, comme je l'ai dit aussi, ces cellules qui sont présentes dans ces niches hypoxiques expriment des niveaux importants de Notch 1 et aussi d'une autre enzyme dont je vous ai parlé plusieurs fois qui s'appelle la télomérase. Vous savez que chaque fois qu'une cellule se divise, il y a un morceau de son chromosome qui se raccourcit, et donc c'est comme si elle pouvait compter avec la longueur du chromosome le nombre de divisions qu'elle a faites. Et au bout d'un certain nombre de divisions, paf, elle meurt, parce qu'elle a fait son temps, quoi, le nombre de divisions. Mais si vous voulez être une cellule immortelle, ça veut dire qu'à chaque division, il y a une enzyme qui s'appelle la télomérase qui rallonge le chromosome. Hein. Donc si vous induisez la télomérase, vous allez maintenir votre cellule dans un état d'éternité, pas éternité, hein. Ça, de l'amour de Dieu est éternel, pour ceux qui y croient. Donc, elle mourra avec le porteur. Mais peut-être même qu'elle fera mourir le porteur si elle se transforme en cellule tumorale. Donc, il n'aura gagné qu'un petit moment. Donc, toujours est-il que la télomérase est activée par ces cellules chargées, par l'hypoxie. Et là, puisqu'on parlait de cancer, c'est toujours intéressant, je vous ai comparé ce qui se passe entre une cellule souche neurale, une cellule souche tumorale, et puis ce qu'on a appelé les induced pluripotent stem cells, c'est-à-dire ces cellules qui sont redevenues des cellules souches après qu'on leur ait balancé les 4 facteurs magiques
qui permet de transformer n'importe quelle cellule différenciée en cellule souche totipotente. Donc, vous voyez ici, je baisse l'oxygène. Hein. Alors, je fais synthétiser de l'érythropoïétine et du facteur de croissance du VEGF qui, lui, va se fixer sur des récepteurs et va donc entraîner l'activation de... Ça peut entraîner à une certaine baisse de l'oxygène, ça peut entraîner de la prolifération. Mais ce que j'ai ici aussi, c'est l'activation, j'ai delta qui se fixe sur notch, j'ai notch qui se fixe au HIF, qui va aller dans le noyau et qui va entraîner l'activation des gènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont aussi une action qui peut être une action de prolifération lente. Mais si je baisse trop mon oxygène, alors je vais par contre avoir une action très différente, c'est-à-dire que je vais aller activer P53 et soit arrêter le cycle complètement, soit faire entrer ma cellule en apoptose. C'est-à-dire que si j'ai plus d'oxygène, bon, bah, tant pis, adieu. Donc, pour les cellules souches tumorales, j'ai la même affaire, c'est-à-dire que si je baisse mon oxygène, eh bien, j'ai aussi, avec l'intervention de Notch, une capacité de soit arrêter la prolifération de mes cellules souches, soit au contraire, hein, et c'est là qu'il faut faire attention dans ces histoires de baisse d'oxygène, je peux, en activant des gènes comme OCT, à ce moment-là, provoquer une maintenance et un renouvellement de cellules souches. Et c'est pour ça que c'est très, très compliqué ces histoires, parce que vous savez qu'une des stratégies qui est développée par l'industrie pharmaceutique aujourd'hui dans la lutte contre les tumeurs solides, c'est de bloquer leur vascularisation. C'est-à-dire qu'on essaye de développer des molécules qui vont empêcher l'invasion des vaisseaux. Mais, attention, est-ce que dans une stratégie de ce genre, je ne vais pas activer des systèmes qui vont tuer l'essentiel de la tumeur, mais qui vont maintenir les cellules souches tumorales, et donc repousser d'un cran l'issue fatale. Et puis, même chose, évidemment, pour les cellules souches pluriinduites, où vous voyez que quand je baisse l'oxygène, eh bien, je vais maintenant activer la synthèse d'OCT4, OCT4 qui est un des 4 chevaliers avec SOX2, les autres j'ai donné, puis NANOG qui permet de stabiliser en fait l'état cellules souches pluripotentes. Je vous renvoie évidemment au cours de l'année dernière. Je ne vais pas le refaire. D'abord, je ne suis pas sûr que je pourrais, très honnêtement. Alors, puisque je vous parlais du cours de l'année dernière, alors, pour revenir momentanément au cerveau, la pression partielle d'oxygène varie de 0,55% dans le mésencéphale, qui est la partie ventrale du mésencéphale en particulier, à 8% à la surface du cerveau. Et si on considère ces mesures, il n'est pas impossible qu'en plus des facteurs niche classiques, la pression d'oxygène joue un rôle régulateur important. Je vous rappelle ici quand même que l'ischémie est de nature à baisser localement la pression partielle d'oxygène, et donc de favoriser de ce fait l'établissement d'un caractère niche transitoire au niveau de la zone de l'infarctus. Transitoire parce que, évidemment, les cellules souches présentes dans les zones hypoxiques ou greffées dans les zones hypoxiques se mettent sous le contrôle de HIF à exprimer et sécréter du VEGF, qui est un facteur de croissance des vaisseaux, qui stimule donc la vascularisation et maintient la survie des cellules avoisinantes présentes dans la zone de pénombre. Donc c'est un système extrêmement complexe, comme vous pouvez constater, dans lequel la pression partielle d'oxygène et les autres facteurs interagissent pour réguler l'acquiescence, mais aussi la prolifération, la migration et la différenciation des cellules qui participent à la protection et à la reconstruction du tissu. Donc c'est un facteur de plus à prendre en compte. J'ai un peu insisté dessus parce que c'est un facteur auquel on pense rarement. Et je veux dire qu'avant de préparer le cours pour vous, j'avais vraiment swappé cette information. Donc, si ça ne vous sert pas à vous, le cours me sert à moi. Donc, ce qui est toujours une bonne chose. Donc, il y a beaucoup à faire donc, pour défricher tous ces acteurs moléculaires. Et l'état de nos connaissances est clairement pas final, heureusement, parce que bon, sinon il faudrait qu'on prenne notre retraite immédiatement. Mais je pense que c'est intéressant de constater qu'un gaz, un gaz peut être un médiateur. Ce n'est pas le seul gaz qui soit un médiateur. Vous savez que le NO est aussi un médiateur, et c'est un médiateur qui va dans l'autre sens, lui. C'est le neurone qui informe le vaisseau.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est amusant. Vous savez que ça entraîne évidemment une vascularisation et même une irrigation importante, puisque le NO, c'est le principe du Viagra. Donc, c'est dans ce contexte que je vais discuter un article assez récent, lui aussi, qui est le dernier point que je vais vous donner sur l'oxygène, c'est que l'oxygène passe dans les cellules souches pour son activité aussi à travers une voie sur laquelle j'ai énormément disserté l'année dernière, qui est la voie Wnt-bêta-caténine. Alors, Wnt, c'est un morphogène. Hein. Ce morphogène se fixe. Alors, normalement, quand le morphogène n'est pas présent, on a une protéine qui s'appelle la bêta-caténine, qui est phosphorylée par une kinase qui s'appelle GSK3, et étant phosphorylée, elle est dégradée. Donc, il n'y en a pas dans le noyau. Mais quand Wnt se fixe sur son récepteur, ça c'est la voie, ce qu'on appelle la voie classique, eh bien, à ce moment-là, GSK3 est recruté au niveau du récepteur, et on n'a plus de dégradation de phosphorylation, de dégradation de bêta-caténine, et la bêta-caténine peut aller maintenant se mettre dans le noyau. Donc, ce que ces auteurs ont montré, c'est que quand je mets de l'oxygène, eh bien, HIF1-alpha, qui est donc le facteur, quand je baisse l'oxygène, hein, quand je mets en anoxie, eh bien, j'ai une synthèse de facteurs qui est activée par l'anoxie, et ça augmente la concentration d'un facteur de transcription qu'on appelle TCF. Or, TCF n'est actif que quand j'ai de la bêta-caténine. Hein. Donc, vous voyez ce qui se passe tout de suite. Si je me mets en anoxie, j'ai énormément de ce facteur TCF, et l'action de Wnt peut être amplifiée parce qu'elle va tout de suite avoir une fonction régulatrice transcriptionnelle amplifiée par la présence. Donc, j'ai une interaction entre un morphogène qui s'appelle Wnt, sur lequel j'ai parlé plusieurs fois, et l'hypoxie. Donc, si vous regardez cet article, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais moi je vois très très mal, hein, donc il ne faut pas m'en vouloir. Ici, c'est l'activité Wnt en rouge. Hein. Donc, vous voyez que dans le denté gyrus, je suis dans l'hippocampe. Au niveau du denté gyrus, j'ai une très forte activité Wnt. Là où j'ai de la neurogénèse, j'ai une très forte activité Wnt. Mais en même temps, j'ai aussi une très forte hypoxie. Ça, c'est une drogue qui me permet de mesurer les endroits où la pression partielle d'oxygène est inférieure à 1%, à 1,3% en fait. Donc des pressions partielles d'oxygène extrêmement faibles. Donc vous voyez ici que j'ai à la fois une expression de Wnt et une pression partielle d'oxygène extrêmement faible. Et vous pouvez aussi mesurer le nombre de vaisseaux par noyau, le nombre de noyaux par vaisseau, et vous voyez que quand vous êtes dans le denté gyrus, là où j'ai de la neurogénèse, j'ai un nombre de noyaux par vaisseau qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, la proportion de cellules par vaisseau est très grande. Ça veut dire que chaque cellule reçoit moins d'oxygène. Donc là, c'est la preuve in vivo sur un système normal, donc dans votre hippocampe, que vous avez effectivement une relation entre la quantité de l'activité Wnt, la baisse d'oxygène et la capacité neurogénique. Et d'ailleurs, vous pouvez, je suis dans la diapositive combien là ? 12. Donc, vous pouvez vérifier que cette pression faible d'oxygène joue un rôle dans le caractère souche. Donc, la façon de le faire, c'est relativement simple. Vous pouvez voir ici. Ici, vous avez pris un animal dans lequel vous avez fait une délétion de HIF-alpha. C'est-à-dire que dans ce denté de gyrus, ici, dans cet hippocampe-là, quand je baisse l'oxygène, mes cellules ne voient pas que l'oxygène est baissé, parce qu'ils n'ont pas le facteur de transcription qui répond à la faible concentration en oxygène. IF-alpha, d'accord, IF1-alpha. Et vous voyez que quand vous faites ça, eh bien, là, vous regardez les cellules qui font du DCX, qui sont des jeunes neurones en migration, vous voyez que vous perdez vos neurones. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez plus de neurogénèse. Donc ça veut dire que si j'empêche mes cellules de répondre in vivo à une basse pression d'oxygène en retirant le facteur de transcription qui est activé quand je baisse la pression partielle d'oxygène, je bloque la neurogénèse chez l'adulte. Et ça, c'est la neurogénèse normale. Donc il n'est pas bon d'avoir trop d'oxygène dans le cerveau.
partout, je veux dire. Il y a des endroits où il faut en avoir. Mais voilà, il faut mieux éviter dans les cas des cellules souches. Et par contre, si maintenant je mets une drogue qui bloque GSK3, c'est-à-dire qui fait comme si j'avais du Wnt, hein, parce qu'en fait, j'ai permis que cette protéine ne soit plus dégradée, donc maintenant j'ai plein de bêta-caténine, parce que j'ai bloqué l'activité de cette enzyme qui entraîne la dégradation de la bêta-caténine, alors hein, je récupère ma neurogénèse, ou une partie de ma neurogénèse. Donc ça montre bien que ça passe par la voie Wnt, ça montre bien que ça passe par HIF, et ça montre bien que ça passe par les basses pressions d'oxygène. Donc ça, je pense que c'est une assez jolie démonstration. C'est un papier qui vient de sortir en octobre 2010. Je trouve que c'est un papier qui est assez joli et qui est une assez belle démonstration du rôle de cette oxygénation locale, ou plutôt de ce manque d'oxygénation locale dans le maintien du caractère souche. Donc maintenant, je vais, dans les 10 minutes qui suivent, plus ce cours avance et plus je vais lentement. Donc, il ne faut pas m'en vouloir, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais revenir à Notch 1. Je m'appuyais sur 2 articles. Le premier article démontre que Notch 1, il y a plusieurs Notch, hein, il y en a 4 en fait. Notch, parce que c'est une famille de molécules, hein, c'est comme les Wnt, c'est comme les FGF, c'est comme les EGF, c'est comme tout ça. Donc, est nécessaire au maintien, lui aussi, du réservoir de cellules souches dans le gyrus dentelé. Donc, je vous rappelle ici un petit peu de nouveau comment ça se passe. Vous avez ici votre hippocampe, vous avez ici votre gyrus dentelé, et vous avez des cellules. Voilà, ici, c'est une cellule souche qui entre ici dans un compartiment d'amplification. C'est les cellules souches de type 2. Ça vous donne des neuroblastes, et les neuroblastes vont se transformer en cellules, en granule cells. Hein. Donc, ça, c'est le système. Et là, c'est une diapositive que je vous rappelle, où Notch empêche la différenciation des cellules progénitrices en neurones, c'est-à-dire maintient le caractère souche. Je vais vous montrer que ce n'est pas du pipeau, c'est effectivement le cas. Alors, l'hypothèse alors, la raison pour laquelle Notch 1 empêche, c'est que Notch 1, qui est, je vous rappelle, une protéine transmembranaire, est aussi un facteur de transcription, parce que son domaine cytoplasmique est clivé quand il est activé et va au noyau où il interagit, etc., avec MAM et compagnie. Donc, c'est aussi un facteur de transcription. Il joue un rôle dans le renouvellement des cellules souches et il réprime la sortie du cycle cellulaire et donc la différenciation. Hein, c'est pour ça qu'il maintient le caractère souche des neuroblastes. Donc, l'hypothèse qui est défendue par les auteurs de cet article est que Notch est important pour la neurogénèse adulte, à la fois la neurogénèse de base et celle qui est stimulée par l'activité physique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut faire du sport si vous voulez avoir beaucoup de neurones. Voilà. Je ne suis pas payé par le club Jean de Beauvais, donc, mais bon, voilà. Donc, en effet, parmi les différentes situations qui peuvent stimuler la neurogénèse adulte, les activités physiques figurent en première place, surtout la course à pied ou à 4 pattes selon l'espèce. Donc, pour tester leur hypothèse, les auteurs ont produit une souris qui exprime, crée donc cette enzyme qui recombine l'ADN et qui permet donc de retirer le gène Notch, c'est-à-dire on délète le gène Notch au moment où on en a envie. C'est-à-dire qu'on envoie du tamoxifène et on délète le gène Notch. Et en même temps, on allume, si vous voulez, la cellule. C'est-à-dire que celle dans laquelle Notch a été délétée, les cellules deviennent vertes. Donc on sait quelles sont les cellules dans lesquelles on a supprimé ce gène. Donc vous voyez ici dans cette diapositive hein, le système, c'est-à-dire que ici, je fais sauter un codon stop en recombinant et ma cellule devient verte. Hein, et en même temps, j'ai fait sauter entre un des exons importants du gène Notch, que je rends Notch inactif. Hein. Donc je peux faire ça et je peux regarder ce qui se passe à des temps différents après avoir délété le gène Notch dans mes cellules souches. Donc mes cellules souches ne sont plus capables d'exprimer ce récepteur.
Et vous voyez qu'au bout de 13 jours, il ne se passe pas grand-chose. Au bout de 30 jours, il ne se passe pas grand-chose. Mais à partir de 60 jours, vous voyez que vous avez un nombre diminué de cellules souches. C'est-à-dire que vous avez diminué votre neurogénèse adulte quand vous avez supprimé ce gène Notch, ce récepteur Notch exprimé à la surface de vos cellules. La course à pied là-dedans. Bon, alors, je vous rappelle un tout petit peu comment ça se passe. De nouveau, voici vos cellules souches qui ont des têtes d'astrocytes, d'ailleurs c'en sont. Et puis, si vous avez votre compartiment d'amplification qui exprime SOX2, et puis vous avez ici des neuroblastes qui sont aussi en prolifération, hein, ils expriment DCX et aussi KI67 qui est un marqueur de la prolifération, et puis ça se différencie en neurones. Donc, c'est cette chaîne-là que nous allons regarder. Alors, cette diapositive est un tout petit peu compliquée, mais elle n'est pas tant que ça. Là, je vous ai remis les 3 étapes, cellules souches, compartiment d'amplification, neuroblaste prolifération, neurones immatures, neurones matures, hein, donc avec des marqueurs qui sont des marqueurs spécifiques de ces 5 étapes de la différenciation. Et ici, c'est illustré pour ceux qui aiment les images, mais moi, dès qu'il n'y a plus de couleurs, je ne vois plus rien, donc ce n'est pas grave. Donc ici, vous regardez ce qui se passe au niveau de la morphologie de vos cellules, et vous voyez que dès le 30e jour, vous diminuez le nombre de cellules de ce type ou de ce type. D'ailleurs, ça va assez vite. C'est-à-dire que quand vous supprimez Notch, vous perdez ces cellules-là. Mais là, il faut plus de temps. C'est-à-dire que quand vous arrivez au niveau du stade neuroblaste, au niveau du stade immature, eh bien, ça ne se produit qu'à partir de 30 jours. Donc ça veut dire qu'au fond, probablement, Notch agit à ce niveau-là, mais que ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est la conséquence de ce qui s'est passé avant. Hein. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a derrière cette diapositive. Alors, on le voit aussi in vitro. Vous savez que si je prends des cellules souches, que je les mets en culture, elles font ce qu'on appelle des neurosphères. Voici ici, je prends des cellules souches, je les fais cultiver, ça fait des neurosphères. Donc ça, c'est le nombre de neurosphères, au fond, indique le nombre de cellules souches que vous avez. Et si je supprime Notch chez l'adulte, je mets en culture et j'ai plus que très peu de neurosphères. Donc ça montre vraiment que Notch est indispensable, hein, pour maintenir le caractère souche de mes cellules souches. Et non, elles sont plus souches. En fait, elles se différencient. Hein, c'est-à-dire que je ne peux plus bloquer le passage cellules souches neurones. Alors, le sport. Donc maintenant, je prends des souris et dans celle-là, ici, j'ai supprimé Notch. Et je les mets dans un système où elles peuvent aller courir. En fait, l'esprit sportif des souris n'est pas atteint par la suppression de Notch. C'est-à-dire que les souris, qu'elles aient du Notch ou pas, elles courent, hein, quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez ici, elles vont dans le tambour et voilà, elles y vont. Par contre, maintenant, si vous regardez ici les cellules en nombre de cellules, vous voyez que si vous avez retiré Notch, vous avez perdu pas mal de cellules. Hein. Mais si vous les faites courir, hein, vous avez de nouveau un grand nombre de cellules. Alors voilà ici les non-runners, hein, voilà des cellules vertes. Alors vous perdez des cellules souches. Maintenant vous faites courir, vous augmentez le nombre de cellules vertes, le nombre de neurones, hein, chez les cellules qui courent, les souris qui courent. Mais chez celles qui n'ont pas Notch, vous les faites courir, elles ont aussi des cellules vertes. Alors ça, c'est sympa parce que ça veut dire que même si vous avez une mutation, avec un peu d'exercice, ça peut fonctionner. Et ça fonctionne pas à ce niveau-là. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas restauré les cellules souches, en fait, les plus primitives. On n'a pas restauré non plus le compartiment d'amplification. Mais on commence à avoir une restauration au niveau du neuroblaste et au niveau des neurones immatures. Hein. Donc, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que, voici ici la souris normale. Hein. Vous avez les cellules souches qui sont en fait des astrocytes, je l'ai dit plusieurs fois. Ensuite, vous avez le compartiment d'amplification, la transformation en neuroblastes qui sont aussi des cellules qui prolifèrent, et ensuite la différenciation en cellules matures. Maintenant, vous retirez Notch, vous avez moins
de cellules souches, vous avez moins de cellules dans l'amplification, vous avez moins de neuroblastes, vous avez moins de neurones. Voilà, c'est pas bon. Voilà. Maintenant, vous faites courir vos cellules, et en fait, c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la prolifération des neuroblastes, que vous avez une récupération. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas au niveau du nombre de cellules souches, vous ne récupérez pas au niveau du compartiment d'amplification, mais vous récupérez, vous voyez, au niveau des cellules souches, on ne récupère pas, au niveau du compartiment d'amplification, on ne récupère pas, mais vous récupérez au niveau des neuroblastes. Ça veut dire que ce n'est pas sur Notch que ça joue, en vérité, c'est sur d'autres facteurs qui sont présents dans la niche et qui permettent de compenser au niveau du produit fini, c'est-à-dire du nombre de neurones, qui permettent de compenser la diminution du nombre de cellules souches que vous aviez au départ. Donc en fait, vous amplifiez au niveau des neuroblastes. Donc ça, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant pour différentes raisons. La première raison, c'est que même si c'est limité comme intérêt, c'est que ça veut dire qu'un défaut génétique de cette souris peut être modifié par un environnement épigénétique. C'est-à-dire, elle a un problème au niveau de ses cellules souches, mais si je la fais courir, finalement, elle va avoir autant de neurones que sa copine. Donc ça, c'est... Je ne dis pas qu'il faut faire du sport. Vous avez vu Churchill, no sport. Mais il faut fumer le cigare. Donc, on n'a pas regardé l'effet du cigare sur les cellules souches. Moi, j'y crois beaucoup, personnellement. Donc, mais l'autre chose, c'est que, sur lequel, de nouveau, je voudrais finir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toujours du pour et du contre dans toutes ces histoires de biologie, parce que c'est une science finalement assez compliquée. Vous savez que la maladie d'Alzheimer, par exemple, est liée à la maturation mauvaise d'un précurseur de la protéine amyloïde et la génération d'un peptide qu'on appelle le bêta-A4. Ça fait des plaques, et dans l'hippocampe, ça fait des plaques en particulier, et ce n'est pas bon. Et donc, il y a des médicaments qui ont été développés qui sont des médicaments qui sont des inhibiteurs de ce clivage-là, qui permettent qu'on ne fasse pas de bêta-A4. Or, des inhibiteurs d'une enzyme qu'on appelle la gamma-sécrétase qui vient cliver ici. Or, il se trouve que la gamma-sécrétase est aussi importante pour le clivage de Notch. Donc, il faut faire gaffe. C'est-à-dire que si vous développez des inhibiteurs de gamma-sécrétase qui vont vous empêcher de travailler la maladie d'Alzheimer, vous allez en même temps perdre votre hippocampe. Et donc, vous aurez aussi une maladie d'Alzheimer, mais d'un autre type. Donc, c'est juste pour vous montrer que développer un médicament, ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà. Mais écoutez, si vous n'êtes pas trop découragé, je sais que le cours était un peu dur aujourd'hui. J'étais un peu confus aussi, comme d'habitude, mais peut-être à la prochaine fois.